Bonjour et bienvenue à la présentation de ce mémoire dans le cadre du DUU de vertige et rééducation vestibulaire Paris-Cité 2025-2026. Le thème est la réalité virtuelle est-elle pertinente dans la rééducation des vertiges en gériatrie sous la direction du docteur Benoît Lassalle. Alors, je suis kinésithérapeute libéral en milieu rural et confronté surtout à une population gériatrique. Et du coup, je me suis posé la question de ce qu'on pouvait faire en rééducation vestibulaire pour la population gériatrique. La Société française d'ORL a émis des recommandations pour la rééducation de l'équilibre en gériatrie, où elle indique que la rééducation vestibulaire s'élargit à la rééducation de l'équilibre chez la personne âgée. Elle recommande une recherche de pathologie vestibulaire et une évaluation du risque de chute, en plus d'une prise en charge pluridisciplinaire de la personne âgée. En complément de ce bilan vestibulaire et de cette rééducation vestibulaire conventionnelle, quel outil peut aider le kinésithérapeute dans la prise en charge de ces patients? Un outil idéalement déplaçable à domicile dans un milieu rural où l'accès au cabinet est parfois difficile. Mon choix s'est tourné vers la réalité virtuelle, pour laquelle la Société française d'ORL a également émis des recommandations, notamment un bilan préalable avant l'application de réalité virtuelle, et que la réalité virtuelle peut être utilisée en complément d'une rééducation vestibulaire conventionnelle. Mais ces recommandations sont dans la population générale, donc mon interrogation est de chercher s'il y a effectivement une pertinence à utiliser cette technique euh, dans la population gériatrique, d'où ma problématique, la réalité virtuelle est-elle pertinente dans la rééducation des vertiges en gériatrie? Du coup, je suis allé chercher les études sur ce sujet dans les bases de données PubMed et Pedro, avec une combinaison de mots-clés, Early Edge, Vestibular Rehabilitation, Virtual Reality Therapy, Balance. Mes critères d'inclusion, c'est des études de moins de 5 ans qui portent sur la réalité virtuelle pour le traitement de l'équilibre et des vertiges sur une population gériatrique. J'ai retenu deux articles, donc une première qui est une revue systémique qui traite de l'efficacité de la réalité virtuelle sur l'équilibre et la marche, donc pas forcément de rééducation vestibulaire. Et la deuxième qui est l'efficacité de la rééducation vestibulaire conventionnelle comparée à la rééducation vestibulaire par réalité virtuelle. La première, c'est celle-ci, une étude de Daniel Rodriguez Almago et collaborateurs. Donc, pour les critères d'inclusion dans l'étude, c'est des essais randomisés sur des personnes âgées saines, donc sans pathologie connue, avec l'utilisation de la réalité virtuelle dans le groupe test, un test d'équilibre et de marche après le protocole. Les critères d'exclusion, c'est des essais non randomisés ou études pilotes sur des patients de moins de 65 ans ou avec des pathologies connues. Une note inférieure à 6 sur 10 en utilisant l'évaluation Pedro. Et ils ont cherché dans les bases de données PubMed, Scopus, Web of Science et Pedro avec une combinaison de mots-clés. Donc, ils ont eu pas mal de résultats et ils ont retenu 20 études pour leur revue. Les études retenues ont été évaluées avec l'échelle Pedro qui permet d'évaluer la qualité d'une étude. Vous avez les différents items d'évaluation présentés ici. Donc sur les études retenues, on avait 9 avec une note de 6 sur 10, 4 avec une note de 7 sur 10 et 7 études qui ont obtenu une note de 8 sur 10. Pas d'études avec une note de 9 ou de 10. La population de ces 20 études, donc c'est des effectifs variables de 18 à 90 sujets. L'âge moyen des sujets est de 65 ans à 87 ans et demi. Ce sont des personnes en institution ou pas. Il y a 6 études qui ont des sujets qui ont des antécédents de chute ou une plainte pour des problèmes d'équilibre. Deux études sont avec des sujets qui n'ont pas de vertige et qui ont une fonction vestibulaire tout à fait normale, donc pas de patients vestibulaires. 17 études ont des sujets sans comorbidité, donc ça en laisse 3 qui ne précisent pas les
risque de comorbidité, donc maladie ostéo-articulaire, visuelle ou cognitive, comme excluant de l'étude. Pour les résultats, ils ont divisé les résultats en trois sortes. Donc la première sorte d'études, c'est des études qui comparaient la rééducation par réalité virtuelle à rien du tout, donc à la non-intervention. Et là, on retrouve une efficacité supérieure de la réalité virtuelle dans toutes les études qu'ils ont retenues. Ensuite, ils ont comparé la réalité virtuelle à un travail d'équilibre. Et là, pareil, nous avons effectivement une efficacité, une amélioration dans le groupe test avec réalité virtuelle par rapport au groupe témoin de rééducation de l'équilibre. Et pour finir, on a une étude effectivement qui s'intéresse à un marqueur vestibulaire, donc le DHI, l'étude de Lima, qui s'est intéressée à moins un marqueur vestibulaire. Euh, Pour la dernière catégorie, c'est des études qui comparent la réalité virtuelle à l'exercice physique. Et là également, nous avons une amélioration significative dans le groupe test avec la réalité virtuelle. Les limites de cette revue, c'est qu'elle porte majoritairement sur une population sans comorbidité, donc pas très représentative de la population âgée multipathologique, que les patients sont soit en institution, soit pas. On n'est pas non plus sur le même niveau de dépendance des sujets inclus dans les différentes études, que le traitement contrôle les différentes études, les thérapies classiques, pas d'intervention, équilibre, exercice. Les protocoles de rééducation sont très différents, donc difficilement comparables, et les outils utilisés sont aussi très différents. Ça peut être une UI, ça peut être un casque de réalité virtuelle, ça peut être pas mal de choses différentes. Donc pareil, comparaison difficile entre les différentes études inclus, et les paramètres testés sont différents également. Et en plus, ce n'est pas une rééducation vestibulaire, puisqu'on ne s'intéresse pas à l'aspect vestibulaire dans la plupart des études. La seconde étude est celle-ci, donc la comparaison entre la rééducation vestibulaire classique à une rééducation vestibulaire par réalité virtuelle, qui est notation Pedro de 4/10. Donc, c'est une étude randomisée en simple aveugle dans un centre universitaire qui porte sur 91 patients âgés de 65 ans et plus qui consultent pour une plainte de vertige. Un examen physique ORL complet est réalisé, un IRM est réalisé pour éliminer un diagnostic différentiel en cas de besoin, et les patients qui ont un déficit vestibulaire périphérique non compensé de plus de 3 mois sont adressés pour éducation au service de médecine physique et de réadaptation. Les critères d'inclusion, c'est des patients adressés en ORL avec une plainte de vertige qui vivent en société, capables de se lever, de marcher sans aide technique. Les critères d'exclusion, c'est présence d'un déficit cognitif, mini-mental test, examination inférieure à 23 points, une maladie neuromusculaire, une maladie systémique, participation au programme d'exercice dans les 6 mois, maladie psychiatrique ou neurologique affectant la coopération et les fonctions cognitives, maladie neurologique affectant l'équilibre, maladie visuelle, un Dixon-Alpike positif, donc pas de BPEB, et un dosage de vitamine D inférieur à 30 nanogrammes par millilitre. Pour l'intervention, donc tous les patients ont bénéficié d'une séance thérapeutique de 30 minutes avec un médecin, en ayant des informations générales sur le risque de chute, les facteurs de risque, la prévention des chutes. Ensuite, le groupe test a eu un exercice assis debout avec un casque de réalité virtuelle proche d'une vidéo de la rue, avec un trafic automobile et piéton important, puis marche sur tapis roulant avec une vidéo de supermarché avec des rayons chargés. Le groupe témoin a eu un exercice, une série d'exercices en rééducation vestibulaire classique. Ils ont dû faire ça pendant 3 semaines, 5 fois par semaine, à raison de 35 minutes d'exercice, donc 2 fois 15 minutes et 5 minutes de repos entre. Ils ont fait une évaluation de la VVS, du DHI, du PTT, dynamique posturale bioindex balance system, un time of and go test, international force efficiency score, gériatrique dépression score et Hamilton anxiety score. Donc sur les patients inclus, éligibles, 39 ont été exclus pour un Dixon-Alpine positif.
et en tout 59 ont été exclus. Ont été inclus dans l'étude 39 et au final on a perdu 2 personnes par groupe au cours de l'étude. La population avant l'étude est pas significativement différente entre les deux groupes, le groupe test et le groupe témoin. Les résultats. Alors directement après les exercices en rééducation virtuelle et en classique, il y a une différence significative entre les groupes sur le DHI émotionnel et sur le Time Up and Go. Après 6 mois de suivi, nous avons une différence sur l'HAS, différence sur la verticale subjectif, la BVS, et sur le DHI dans tous les aspects du DHI. Une amélioration du BTT, mais par contre on perd l'amélioration qu'on avait sur le Time Up and Go qui redevient non significatif entre les deux groupes. Les limites de l'étude, c'est un faible effectif, 32 sujets inclus. Il n'y a pas d'indication du statut vestibulaire des sujets. On ne sait pas s'ils ont une réflexie, une presbyvestibulaire, une prépondérance, maladie Ménière. Donc on ne sait pas ce qu'on traite avec la réalité virtuelle, quelle pathologie nous traitons. C'est une étude monocentrique. C'est une population qui n'a pas de comorbidité. 59 sujets exclus pour des raisons de pathologie et uniquement sur des patients adressés pour une plainte vertigineuse. C'est un simple aveugle et les protocoles de réalité virtuelle, vidéo préenregistrée, pas d'interaction du sujet. Donc, pour la partie discussion, quelles sont les forces de la réalité virtuelle qu'on trouve dans ces études? Donc, ça semble quand même efficace sur l'équilibre et la marche et semble efficace pour améliorer des tests vestibulaires comme le VVS ou le DHI. Par contre, les limites que l'on peut relever dans ces études, c'est que c'est sur des populations qui n'ont pas de pathologie ostéo-articulaire, cognitive, visuelle, inhérent à la population âgée. Et pour la seconde étude, finalement, on ne sait pas trop quelle pathologie on traite. Est-ce qu'on traite une aréflexie, une maladie de Ménière, une presbyvestibulie? Pareil pour la première, nous n'avons pas d'indication sur le statut vestibulaire des patients. Est-ce que les patients inclus dans les études ont une presbyvestibulie, par exemple? Est-ce qu'on traite cela finalement par la réalité virtuelle ou autre chose? Les modalités de mise en place sont à définir. Il n'y a pas de protocole défini, chacun y va de son protocole. Pareil pour la durée du traitement, il n'y a pas non plus une durée de traitement définie, chacun fait à sa sauce. Donc, comparaison difficile. Ce qu'on doit faire, nous, en pratique clinique, les appareils utilisés sont aussi très différents. Ça va de la Wii à des appareils plus compliqués, Active Home ou vidéo en 3D. Qu'est-ce qu'on doit prendre? Qu'est-ce qui est le plus efficace? Nombre de séances par semaine, pareil, des protocoles hétérogènes, donc on n'a pas vraiment d'idée de ce qu'on doit faire, quel type d'exercice, avec plan instable, sans plan instable, quel niveau d'immersion, une vidéo en 3D simplement pour faire un peu d'optocinétique ou quelque chose de plus, plus immersif, avec plus de vitesse. Réactivité, est-ce qu'on peut le faire en cabinet à domicile? Maintenant, il existe des lunettes de réalité virtuelle qui sont transportables pour les tournées, notamment chez les patients âgés. La La rééducation virtuelle, la rééducation vestibulaire par réalité virtuelle semble efficace dans la population générale. Les études suggèrent une efficacité pour améliorer l'équilibre chez la personne âgée, avec toujours cette limite de patients relativement sains, donc pas de problèmes ostéo-articulaires visuels. Et il y a assez peu d'études qui font un bilan vestibulaire préalable. Donc, on ne sait pas le statut vestibulaire des patients avant l'inclusion dans l'étude. Donc la pertinence clinique finalement de la réalité virtuelle est incertaine euh, parce que les études sont sur une population non représentative finalement de la population gériatrique qu'on peut rencontrer en cabinet. Il serait nécessaire donc de réaliser plus de recherches de bonne qualité, incluant une évaluation vestibulaire préalable et dans la limite du possible une population plus représentative de la population gériatrique générale. Voici pour la bibliographie. Je vous remercie.